Rich Paul, c'est 30 joueurs représentés pour un total de 390 millions de dollars, ce qui fait lui le deuxième agent le plus important de la ligue en termes de contrat, derrière Jeff Schwartz qui représente lui 450 millions de dollars pour 35 joueurs. Tous sports confondus, Paul était 9e du dernier classement Forbes des agents sportifs. Mais mis à part le fait qu'il est l'agent et un ami de longue date de LeBron James et qu'il s'est imposé comme un des personnages les plus influents de NBA, on en sait finalement assez peu sur celui qu'on aperçoit pourtant très souvent aux abords des parquets. Alors quelle est donc l'histoire de l'intrigant Rich Paul, le CEO du groupe Clutch Sports? Eh bien tout commence à Cleveland dans les années 80. C'est avec un père à la tête d'une épicerie de quartier, une mère majoritairement absente car longtemps toxicomane et 3 autres frères et sœurs que Paul, né le 16 décembre 1981, a grandi. À l'époque, il vit dans un F2 au-dessus du magasin de son père à Glenville, un quartier pauvre de l'est de la ville marqué par de violentes émeutes durant le mouvement des droits civiques en 1968. Dehors, il y a ceux qui chantent, ceux qui jouent au craps sur le bord d'un trottoir, les gamins qui jouent au ballon, mais aussi la prostitution, l'alcool, le crack et les coups de feu qui résonnent pour certains encore dans la tête de Paul. À 10 ans, il part vivre avec sa grand-mère et son grand-oncle dans une maison à quelques blocs de là. Arrivé en 3e, son père décide de l'envoyer au Benedictine High School, un lycée catholique, dans l'espoir de le voir y accéder à un meilleur niveau d'éducation. Comme son père tel qu'il le décrit lui-même, Paul est dépeint par tous ceux qui l'entourent comme quelqu'un de sérieux et de business-oriented. En 1999, alors qu'il étudie à l'université d'Akron, il apprend que son père est atteint d'un cancer de l'intestin. Il choisit de se rapprocher de lui en changeant d'établissement et rejoint Cleveland State. Mais Rich Senior meurt quelques mois plus tard, en 2000, et son fils décide d'arrêter l'école. Il me disait que mon éducation était importante et il était la voix de la raison pour tout le monde dans le quartier. Tout ce que j'avais besoin de savoir pour gérer mon entreprise et être une bonne personne, c'est lui qui me l'a appris. C'est en 2002, alors qu'il a 21 ans, qu'il rencontre LeBron James, 17 ans, à l'aéroport d'Akron-Kenton. Lui et ses potes se rendent au Final Four NCAA et ont repéré ce petit gars avec son maillot authentique de Warren Moon et ses Air Force One rouges et blanches près de la porte d'embarquement. James, maillot réplica de Michael Vick aux Falcons sur le dos, finit par s'approcher et lui demande où il a acheté son maillot. Les deux commencent à échanger. Paul lui explique qu'il revend directement sorti du coffre de sa voiture des maillots achetés dans une boutique d'Atlanta. Il lui donne la référence et lui dit de venir de sa part s'il lui prenait l'envie d'aller y faire un tour. C'était le destin, j'aurais pu rater mon avion, j'aurais pu prendre un vol plus tôt, j'aurais pu ne pas porter ce maillot, j'aurais pu ne pas lui parler car ce n'était pas mon jour. Sa rencontre avec LeBron à l'aéroport, c'est ce qu'on trouve tout de suite sur internet quand on cherche à comprendre le parcours de Rich Paul. Et c'est vrai, s'il n'avait pas mis ce maillot ce jour-là, on ne serait pas en train de faire un sujet sur lui aujourd'hui. Le truc, c'est que Paul n'a pas attendu LeBron pour devenir un bon businessman. Entrepreneur dans l'âme, il n'est pas ce petit vendeur à la sauvette qu'on pourrait imaginer lorsqu'on associe les mots vente de maillots et coffre de voiture. Car depuis que ses potes ont halluciné quand il s'est ramené avec des maillots d'Oscar Robertson et d'Elgin Baylor à Cleveland, il a un plan. Ces maillots, Paul les a achetés au NBA Store. Mais quand ses potes lui demandent une adresse, il en cherche une plus originale à donner. Et c'est comme ça, via le moteur de recherche AOL, et oui, à l'époque Google n'était pas encore démocratisé, qu'il tombe sur la boutique Distant Replays à Atlanta. Plus jeune déjà, Paul était toujours à la pointe de la mode, que ce soit en Air Jordan ou en polo Ralph Lauren. Un sens du style là encore venu de son père, qui à sa mort lui a au passage laissé un modeste héritage. Il était un cran au-dessus des autres gamins, c'était une forte tête, il voulait savoir comment les choses fonctionnaient et poser les bonnes questions. Il écoutait. Paul voit donc dans les maillots un moyen de se démarquer et devient un client régulier de Distant Replays. Un jour, il décide d'appeler son gérant, Andy Hyman, afin de lui proposer d'investir dans son entreprise. Hyman lui répond « Si tu es sérieux, prends un vol pour Atlanta et viens me voir ». Sur place, il lui explique qu'il ne peut pas le laisser investir, mais lui propose de lui apprendre le business, avec 40% de réduction sur les produits et un week-end de travail par mois à la boutique. Habitué à manipuler les chiffres depuis gamin dans le magasin de son père, Paul est comme un poisson dans l'eau. Au fur et à mesure, il gagne la confiance de son patron et ce dernier commence à lui vendre les maillots à un prix très légèrement supérieur à celui auquel il les achète lui-même. Élève appliqué à l'école, surtout après un coup de pression de son père quand il était au lycée, Paul l'est tout autant en affaires. Afin d'avoir les meilleurs arguments de vente possibles, il se rend au Pro Football Hall of Fame de Kenton dans l'Ohio pour en apprendre un maximum sur l'histoire des anciens joueurs dont il vend les maillots. Ces jerseys vintage, Paul les achète $160, les revend 300, voire 400 selon les modèles, et se fait rapidement jusqu'à 10-15 000 $ par semaine. À 19 ans, il a déjà acheté sa première maison. Mais revenons-en à cette rencontre avec LeBron à l'aéroport, avec un autre élément important mais plus rarement évoqué. Le soir même, un ami lui obtient une entrée dans la section réservée à Puff Daddy dans une boîte de nuit d'Atlanta. Un des potes de LeBron est présent et s'imagine à tort que Paul pèse dans le milieu du hip-hop. Quelques jours plus tard, il est chez lui à Cleveland quand Hyman l'appelle pour lui dire que LeBron est venu acheter un maillot authentique de Magic Johnson. De plus en plus souvent à Akron pour développer son business, Paul, dont les deux amis les plus proches de James, Maverick Carter et Randy Mims, avec qui LeBron a grandi, ne sont au départ pas les plus grands fans, se fait un peu plus tard inviter par James à un tournoi AAU organisé à Chicago. Mais James se blesse au poignet, se fait opérer et reste sur place tout l'été. Paul aussi. Enfin, il fait des allers-retours car sa petite amie s'apprête à donner naissance au premier de leurs 3 enfants. Il emporte avec lui ses maillots et les propose à des joueurs comme Antoine Walker ou Juwan Howard lorsqu'il accompagne James en visite aux workouts estivaux de Michael Jordan à Oops The Gym, la salle de Tim Grover, ancien préparateur physique de Jordan. Le reste du temps, Paul et James parlent beaucoup et se découvrent de nombreux points communs.
L'amour du sport et du basket pour commencer, Paul a joué un petit peu au lycée, puis le fait d'avoir tous les deux grandi dans des environnements similaires avec un parent absent et toutes les difficultés qui en découlent. C'est à cette période qu'ils deviennent réellement amis. En parallèle, Paul reste concentré sur son business de vente de maillots et il a pour projet d'ouvrir une boutique à Cleveland avec Hyman. Il y a peut-être 100 autres gars qui m'ont approché, mais Rich sortait vraiment du lot. Il était prêt à tout pour réussir et m'a convaincu qu'il en valait la peine. Le non n'est pas une réponse acceptable pour lui. Sauf qu'à l'été 2003, LeBron James, tout juste drafté par les Cavaliers et persuadé que cette relation peut aussi aller loin sur le plan professionnel, lui tend un chèque, les 2 premières semaines d'un salaire annuel de $50 000. L'intitulé de son nouveau boulot, eux-mêmes ne le savent pas encore. Il m'a dit qu'il n'avait pas vraiment de job pour moi, mais qu'il me voulait pas loin et qu'on trouverait bien. James fait de même avec Maverick Carter et Randy Mims, les Four Horsemen sont nés. Paul prend ce nouveau rôle, certes flou au départ, très à cœur. Alors qu'on est encore loin des défilés de mode avant les matchs, il conseille LeBron sur ses tenues ou l'accompagne sur ses tournages de pub Nike. Comme à son habitude dans ce nouvel environnement, il tend bien l'oreille et s'imprègne de chaque nouvelle expérience. Après le patron de Mitchell & Ness, il a l'occasion d'échanger avec le milliardaire Warren Buffett, qui lui dit de toujours faire confiance à son instinct. Puis le producteur David Geffen, qui lui explique l'importance de s'entourer des meilleurs talents disponibles. En 2006, LeBron vire son agent Aaron Goodwin et les Four Horsemen lancent la LRMR Management Company pour s'occuper de LeBron, la marque. Carter gère la firme et Mims s'occupe d'organiser les déplacements et l'agenda quotidien de LeBron. Rich, lui, annonce à LeBron qu'il aimerait à terme devenir son agent. Et c'est en 2008 qu'il commence à travailler sous les ordres de Leon Rose, représentant de LeBron à l'époque, au sein de la grosse agence Creative Artist Agency. Là, Paul signe ses premiers clients, Johnny Flynn, Michael Kidd-Gilchrist, Tristan Thompson et Eric Bledsoe, et se forge au fil du temps une réputation de négociateur intelligent et qui va droit au but. Et ce n'est finalement pas avant 2012 qu'il annonce à James qu'il est prêt à sauter le pas. Je n'ai rien appris à CAA, rien, parce qu'il n'y a eu aucun investissement en moi pour que j'apprenne quoi que ce soit. Il n'y avait pas de plan, j'ai utilisé mes compétences personnelles avec lesquelles j'ai grandi pour avoir ces opportunités. 10 jours plus tard, au mois de septembre, le groupe Clutch Sports est fondé. Sa première signature, LeBron James évidemment. Thompson et Bledsoe, mais aussi Corey Joseph et Kevin Serafin suivent. Rich est une personne à l'écoute, humble, qui a bossé, appris, et plus important encore, qui est sincère et empathique. Il crée une connexion et comprend ce que ses clients essayent d'accomplir. Il construit des liens incroyables et ses joueurs croient en lui. C'est l'essence même d'un bon agent. Dans le monde jusque-là bien fermé des agents, certains reprochent à Paul, sans diplôme universitaire ou formation spécifique, son manque de crédibilité. Il est parfois décrit comme la marionnette de LeBron. Certains accusent ce dernier d'avoir des parts dans l'agence, chose interdite pour un joueur, et la NBA y serait même allée de son enquête. Quelques mois après le lancement, Paul engage l'agent Mark Termini pour superviser les négociations des contrats et travaille aussi en collaboration avec Fred Nance, avocat réputé et ex-candidat au poste de commissionnaire NFL. Le problème de confiance qu'il y a avec moi, ce n'est pas une question de couleur de peau, ça vient du fait que je suis différent et que les joueurs sont différents. Vous savez pourquoi ils sont différents ? Parce qu'ils voient au-delà du bullshit. Dans le passé, ce n'était pas le cas. Le créneau de Paul, c'est le Player Empowerment. Ce sont les joueurs qui font venir les fans, qui vendent des maillots et qui génèrent des revenus. Ce serait donc normal qu'ils aient le contrôle. Depuis des années maintenant, de nombreux joueurs dénoncent, dans une ligue qui plus est majoritairement dirigée par des blancs, le 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les trades. Eux devraient dire amen lorsqu'une équipe décide de les transférer comme de la vulgaire marchandise, mais se font qualifier de traîtres quand ils décident de partir. Et ils demandent à partir de plus en plus tôt, souvent après avoir déjà signé un contrat faramineux dans une équipe avec qui ils ne veulent plus jouer car celle-ci ne leur permettra a priori pas d'ajouter la ligne champion NBA suffisamment rapidement à leur CV. La manière importe finalement moins que le résultat final, à quelques exceptions près. Évolution des mentalités et des salaires sont passés par là. Comme les franchises préfèrent passer à autre chose quand un joueur ne répond pas à leurs attentes, les joueurs estiment avoir le droit de faire la même chose sans qu'on les envoie au bûcher médiatique. La loyauté existera dans les deux sens ou n'existera pas. Aujourd'hui, la tendance est aux stars qui s'unissent et se partagent le boulot pour tenter de décrocher le Graal. La NBA est un business, ses joueurs suivent le mouvement. Écoutez à ce sujet Anthony Davis dans l'émission The Shop, produite par LeBron, avant son trade de New Orleans. Maintenant, j'ai l'occasion de prendre ma carrière en main, de dire ce que j'ai envie de dire et de faire ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, en tant que joueur et en tant que PDG de ma propre entreprise, j'ai le pouvoir. Je fais ce que j'ai envie de faire et pas ce que quelqu'un me dit de faire. Et pour maximiser les profits, le mieux est de rejoindre un gros marché comme LA, New York ou encore Miami. Face aux critiques faites au Super Team, Paul répond que personne ne crie au scandale quand différents PDG milliardaires se réunissent dans la Sun Valley pour une conférence et qu'ils essaient de trouver des moyens de continuer à diriger le monde tous ensemble, mais que dès lors qu'il s'agit d'athlètes majoritairement noirs, la conversation est différente. La NBA est un business, on le sait. Le montant du prochain contrat télé entre la Ligue et ses diffuseurs va encore exploser les records. En 2014, le contrat de 9 ans et 24 milliards de dollars signé entre la NBA et les groupes ESPN et Turner avait fait bondir le salary cap de 24 millions de dollars entre l'année 2015 et l'année 2016. Pour le prochain, attendu en 2024, on annonce un accord qui pourrait atteindre les 75 milliards de dollars sur la même durée, ce qui pourrait faire monter le salary cap à 175 millions de dollars. Sachant que cette saison, il est de 112,4 millions de dollars. Chacun a logiquement le droit à sa part du gâteau dans un business qui, on
s'en réjouit, est florissant, mais ce sont plutôt les nouvelles attitudes de certains des premiers acteurs de la ligue, conséquence de leur poids et de leur influence grandissante, qui font grincer des dents. Assiste-t-on à une vraie révolution dans l'émancipation des joueurs et où la mafia Rich Paul contribue-t-elle au développement d'un phénomène de l'enfant roi? Le dossier est complexe et les ramifications nombreuses, mais Paul a le mérite de bousculer un peu un système dont beaucoup sortent sans avoir eu les ressources nécessaires pour s'assurer un avenir serein. Une étude de 2009 estimait d'ailleurs à 60% le nombre de joueurs NBA ruinés dans les 5 années suivant la fin de leur carrière. Le premier objectif de Paul quand il signe un joueur est donc de l'éduquer sur le business, de lui montrer qu'il n'est pas obligé de suivre la voie qu'on l'a toujours encouragé à suivre, qu'il peut et qu'il doit prendre les commandes de sa propre carrière, contrôler son propre destin. Pour ça, Paul n'a pas peur d'avoir des conversations difficiles et veut plus que tout éviter d'être un yes man. Comprenez quelqu'un qui va toujours dans le sens de son client sans jamais rien remettre en question. En coulisses, il est sans pitié et ses méthodes parfois peu orthodoxes, voire risquées, ne font pas toujours l'unanimité. Le transfert d'Eddie de New Orleans à Los Angeles en est une nouvelle fois un bon exemple. Vous savez bien comment ce groupe fonctionne, ils essaient de transférer leurs joueurs là où ils veulent et comment ils veulent. Ils avaient de meilleures offres de Boston pour Davis, et même peut-être de New York je crois, et ils disent non, il ira à LA jouer avec LeBron, ils font pression sur la ligue. Paul raconte qu'il était le premier à informer Dell Demps, GM des Pelicans, des intentions de son client, le 25 janvier 2019. Demps lui aurait alors répondu qu'il allait en parler avec la propriétaire Gail Benson et qu'il le recontacterait ensuite. Sauf qu'à la place, Paul raconte que Demps a directement appelé Davis sans jamais le recontacter. Contacté par Woj, Paul a alors décidé de faire sortir la news. Il était nécessaire de rendre l'affaire publique. Quand je te dis voici quelles sont nos intentions, que tu me dis que tu vas parler à la propriétaire et qu'au lieu de ça tu appelles Anthony Davis, c'est ce qu'on appelle être ignoré. Essayer de se mettre entre un joueur et son agent, non, ça ne se fait pas. Tous les GM savent ça. L'agitation médiatique autour de Davis n'empêche pas Clutch Sports de continuer à attirer de nouveaux clients. Au contraire. Darius Garland, futur 5e choix de la draft, rejoint l'agence en février. Puis Draymond Green fait de même en mars, quelques mois avant de re-signer aux Warriors. Toujours au mois de mars, Eric Bledsoe, 2 ans après sa demande de trade à Phoenix, re-signait lui sans faire un bruit pour 4 ans et 70 millions de dollars à Milwaukee. Ce que je vois, c'est qu'il secoue la ligue tout entière à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'autre agent qui soit un nom connu de tous sur toutes les émissions sportives. Je n'ai jamais vu ça avant. Quelques mois plus tôt, Clutch Sports avait déjà fait les gros titres en décrochant un stage de 3 mois payé 1 million de dollars à son nouveau protégé, Darius Bazley. Sorti du lycée, Bazley, décidé à zapper la case NCAA, avait pour projet de patienter en G-League. Mais peu après sa signature avec Clutch Sports en mars 2018, il annonçait qu'il s'entraînerait dans son coin en attendant la draft l'année suivante. En octobre 2018, soit 8 mois avant la draft, Paul lui négocie un contrat de sponsoring de 14 millions de dollars, dont 1 million de dollars sont déjà garantis via ce fameux stage, avec New Balance. De quoi voir venir et s'acheter un beau costume avant le jour J. À l'époque Cleveland, il y a aussi les fameux contrats d'1 an signés par LeBron pour maximiser au mieux sa valeur et rester le plus flexible possible en maintenant une pression constante sur le management des Cavs. Également clients de Clutch, Tristan Thompson et J.R. Smith ont été bien arrosés niveau contrat à l'époque, comme l'a ensuite été Kentavious Caldwell-Pope à LA. Et en parlant de KCP, le fait que les Lakers l'aient autorisé à continuer à jouer les matchs à domicile de l'équipe entre décembre 2017 et janvier 2018 alors qu'il dormait en prison et avait interdiction de quitter l'état de Californie, n'aurait pas non plus fait l'unanimité au sein de la franchise. Client de Rich Paul avant la signature de LeBron à Los Angeles, il avait été condamné à une peine de prison de 25 jours après avoir plaidé coupable pour violation de probation suite à une arrestation pour excès de vitesse et suspicion de conduite en état d'ivresse en période de probation le 29 mars 2017. Côté rumeur, il se murmure que Paul aurait en mai 2019 approché au moins un assistant coach concernant un potentiel poste dans le staff de Frank Vogel à LA. Rumeur qu'il a nié. En novembre 2018, installé à la table voisine lors d'un dîner entre Maverick Carter et Adam Silver, Paul en aurait aussi profité pour faire part au commissionnaire de son mécontentement envers Luke Walton en tant que coach des Lakers, suggérant même que Tyronn Lue serait un meilleur fit pour l'équipe. Mai 2019 encore, ESPN rapportait qu'il aurait voyagé dans l'avion des Lakers à de multiples reprises l'année précédente, chose très inhabituelle pour un agent. L'équipe avait parlé d'une exception et Paul n'avait pas nié, indiquant qu'il avait déjà fait de même lorsque James jouait à Cleveland et Miami. Mais dans le staff, on aurait vu sa présence comme une façon de faire pression sur Walton. Certains joueurs n'auraient pas non plus été ravis d'être accompagnés en déplacement par celui qui allait les faire transférer pour faire venir Anthony Davis à Los Angeles. En août 2019, la NCAA a provoqué un tollé en annonçant qu'elle exigerait des agents une licence universitaire pour représenter des jeunes prospects. De nombreux joueurs NBA, LeBron James en tête, sont montés au créneau contre cette nouvelle règle, rapidement surnommée Rich Paul Rule. Et une semaine plus tard, la NCAA faisait machine arrière. Fin 2020, The Athletic sort un article où un agent resté anonyme balance sur LeBron et Paul. Pour lui, Paul est une façade, et c'est LeBron, profitant de son aura auprès des autres joueurs, qui recrute pour lui. Il dénonce la mauvaise gestion de Clutch et accuse l'agence de ne s'intéresser réellement qu'à ses stars et d'avoir entubé de nombreux gars, estimant à 5 ou 6 le nombre de grosses victimes.
Il cite les noms de Nerlens Noel, Norris Cole ou encore Shabazz Muhammad. Personne ne critique ce qu'ils font. Si Rich Paul était avocat, il aurait été radié du barreau 5 fois. Mais LeBron est tellement puissant qu'ils n'ont pas à répondre de leurs actes. C'est le seul truc négatif avec LeBron, qu'il ait utilisé sa popularité pour influencer les jeunes joueurs afin de les séduire pour qu'ils signent avec eux et que derrière, Klutch ne s'occupe pas bien de tous. Noel, qui a quitté l'agence en décembre 2020, a d'ailleurs déposé une plainte contre Klutch l'été dernier. Il accuse la firme de lui avoir fait perdre 58 millions de dollars. En 2017, il avait en effet refusé, sur les conseils de Rich Paul, un contrat de 70 millions de dollars sur 4 ans à Dallas. À la place, il avait signé pour le montant de la qualifying offer, soit 4 millions de dollars. Le but, attendre que le jackpot tombe à l'intersaison suivante. Mais ça n'a jamais été le cas, avec un temps de jeu en chute libre, puis une opération du pouce venue gâcher sa saison quelques mois plus tard. Noel reproche aussi à Paul de ne pas lui avoir communiqué l'intérêt de plusieurs équipes à l'intersaison 2018. Les critiques, dans mon quartier, si t'avais une belle voiture, tu sais ce qu'ils disaient, que tu ne l'avais pas payé. Si tu portais des vêtements d'une certaine façon, ils questionnaient ta sexualité. Si tu étais intelligent, à l'école, ils te traitaient de nerd, et si tu avais un handicap, ils te le faisaient bien remarquer. Il n'y avait pas de louange, que de la critique. Il n'y a rien à la télé qui puisse s'approcher de ce que j'ai entendu quand j'étais gamin. Dernièrement, Paul est aussi bien occupé avec les dossiers Ben Simmons et John Wall, qui a trouvé un accord avec les Rockets, qui le paye plus de 44 millions de dollars cette saison pour ne plus jouer jusqu'à ce que l'équipe lui trouve un transfert qui convienne aux deux camps. L'empire de Paul continue de s'étendre, avec notamment une expansion vers la NFL et la MLB depuis un gros investissement de la United Talent Agency, un poids lourd du milieu et rival de CAA. En 9 ans d'existence, Klutch, nommé par le Time Magazine comme l'une des 100 entreprises les plus influentes de la planète en 2021, a déjà négocié un total de plus de 2 milliards de dollars de contrats. Quant à la fortune personnelle de Paul, elle est actuellement estimée à 120 millions de dollars. Enfin, sachez qu'il travaille actuellement aussi à l'écriture de son autobiographie intitulée Lucky Me et qui sera publiée par la branche édition de l'entreprise de Jay-Z, Roc Nation. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.